heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et aujourd'hui une émission spéciale consacrée en très grande partie au congrès de l'Assemblée des départements de France. Il se tient depuis hier et aujourd'hui à Bourges, dans le Cher. Nous serons sur place avec Pierre-Henri Gergonne et également en direct à notre micro deux présidents de département. André Viola, qui préside le groupe de gauche à l'Assemblée des départements de France, et François Sauvadet, qui lui préside le groupe de la droite et du centre. Et pour nous éclairer sur les enjeux de ce congrès, Benjamin Morel est déjà sur ce plateau avec nous. Et ce congrès, on en parlera évidemment aussi dans le Club des territoires. Et dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, coordinateur de La France Insoumise. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 18 octobre. Londres et Bruxelles ont trouvé un accord sur le Brexit. Le texte a été approuvé hier par les 27 réunis en Conseil européen. Il doit maintenant passer l'épreuve du Parlement britannique. Le Premier ministre britannique Boris Johnson qui se dit très confiant, et ce, malgré l'opposition de plusieurs partis. La Turquie a annoncé suspendre son offensive en Syrie pendant 5 jours. Elle y mettra fin après un retrait des forces kurdes. Annonce faite à l'issue d'une rencontre entre le président turc et le vice-président américain. Donald Trump s'est lui félicité que des millions de vies soient sauvées. Et puis Édouard Philippe était hier soir à Lons-le-Saunier pour parler de la réforme des retraites dans un débat citoyen. Dans un document communiqué aux partenaires sociaux, Jean-Paul Delevoye remet sur la table la question des délais de mise en œuvre de la réforme. Les syndicats, eux, restent mobilisés et appellent à une grande journée de mobilisation le 5 décembre. Et je vous le disais, nous allons donc consacrer une très grande partie de cette émission au congrès de l'Assemblée des départements de France. Il a lieu à Bourges. Pour nous éclairer sur les enjeux de ce congrès, Benjamin Morel est avec nous. Bonjour Benjamin, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, et à vos côtés, notre journaliste parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Ariane. Bonjour Quentin, puisque on va le voir avec vous, Gérard Larcher était hier à Bourges, il a fait un discours très offensif, vous nous en direz plus. Absolument. Benjamin Morel, c'est un congrès à Bourges qui se tient pendant 2 jours, avec tous les présidents de départements réunis, mais c'est surtout un congrès qui se tient dans un contexte tendu entre ces présidents de département et l'exécutif. C'est un contexte extrêmement tendu et c'est un contexte que peut-être on n'attendait pas. On avait eu un Emmanuel Macron qui nous avait annoncé un nouvel élan de décentralisation à la fin du grand débat. On avait tout de même eu la volonté, à travers un projet de loi, le fameux projet de loi 3D qui devra arriver l'année prochaine, à travers cette loi engagement et territoire qui touche 3D pas, sur la décentralisation. Voilà, qui touche pas au département certes, mais qui devait montrer une fibre décentralisatrice du gouvernement. Là, on voit très clairement qu'il y a aujourd'hui des points de blocage. Et ce qui est peut-être plus étonnant et peut-être plus fort, c'est que ces points de blocage, avec un Premier ministre qui était là au Congrès de Région de France, mais qui n'est pas là à ADF, eh bien, c'est que ces points de blocage sont encore plus aigus dans, justement, ce champ qui est celui des départements. Or là, il y a un double problème, si vous voulez. Il y a un problème par rapport aux velléités qui étaient celles d'Emmanuel Macron au moment du grand débat, qui disait grosso modo, on ne va pas accorder plus de pouvoir aux régions et on va redonner sa place aux départements. Ça avait été notamment ce qui avait fuité au moment où il avait donné une grande interview à plusieurs journalistes. Donc on voit très clairement que là-dessus, on a peut-être un retournement de l'exécutif par rapport à ce qui était sa volonté première. Deuxièmement, eh bien, il ne faut pas oublier que celui qui préside l'Assemblée des l'association des départements de France, je vais y arriver, c'est Dominique Bussereau. Aussi, c'est Dominique Bussereau. Or, Dominique Bussereau n'est pas le plus fort opposant à Emmanuel Macron par rapport à Région de France, par rapport également à l'AMF avec François Baroin. C'est probablement celui qui, jusqu'à présent, était le plus macro-compatible, pour parler trivialement. Donc on voit qu'aujourd'hui, cette opposition dans le cadre de ce congrès des départements de France au gouvernement, révèle réellement une vraie tension entre les collectivités territoriales et l'exécutif. Allez, on aura l'occasion d'en reparler, mais on va tout de suite prendre la direction de Bourges. Retrouvez Pierre-Henri Gergonne. Bonjour Pierre-Henri, vous êtes avec nous, vous suivez pour nous depuis hier ce congrès des départements de France. Vous avez passé la journée d'hier avec les présidents de départements. Alors Pierre-Henri, dans quel état d'esprit sont-ils, ces présidents de département ?
Écoutez, Oriane, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à Bourges, eh bien, il pleut, le temps est saumâtre. Et toute la question est de savoir aujourd'hui si un rayon de soleil va éclairer d'une certaine manière ce 89e congrès des départements de France, parce qu'il faut bien reconnaître que les nuages se sont bien accumulés ces derniers temps. C'était rappelé par Benjamin Morel en plateau à l'instant, sur la tête des présidents de départements. Hier, les élus départementaux ont dénoncé avec vigueur, par exemple, ce rétrécissement de cette autonomie financière des départements qui leur permet d'avoir quelques marges de manœuvre, d'avoir un peu les coups des franges en matière budgétaire et financier. Un horizon qui s'est également bouché, ça a été rappelé à l'instant également, sur les perspectives de cette fameuse loi 3D annoncé après le grand débat par Emmanuel Macron, avec un nouveau souffle décentralisateur, un souffle qui s'anémie en ce moment. Alors, on attend avec impatience, bien sûr, les propos de Jacqueline Gourault en l'absence du Premier ministre. Ça a été souligné, là encore, une absence extrêmement symbolique. Jacqueline Gourault, la ministre des Cohésions des territoires, alors saura-t-elle répondre aux attentes fortes des élus, peut-être sur 2 points, peut-être sur ces fameux droits de mutation, ce qu'on appelle ces frais de notaire qui alimentent une partie des budgets des départements, ou apportera-t-elle des précisions sur cette fameuse loi de décentralisation qui sera discutée au Parlement en principe en 2020? On n'en sait rien. Toujours est-il que Jacqueline Gourault sera accompagnée d'un de ses collègues, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. N'oublions pas que les départements ont compétence sur les collèges. Et des collèges, il y en a plus de 5000 en France. Et là aussi, il y a des questions assez précises en matière de personnel qui se posent. Et c'est peut-être sur ces dossiers-là que viendra ce petit rayon de soleil qui ferait de l'automne de Bourges le printemps de Bourges. Merci, c'est joli Pierre-Henri, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, un petit peu plus tard, dans cette émission. On a entendu Pierre-Henri nous rappeler l'absence d'Édouard Philippe, vous en parliez. C'est Jacqueline Gourault et Jean-Michel Blanquer qui vont faire les discours de clôture. Pierre-Henri l'a dit, est-ce que c'est un mauvais signal pour ces départements, l'absence d'Édouard Philippe? Il était là aux régions, il sera là chez les maires. C'est plutôt en effet un mauvais signal. On parlait même au moment, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, d'Emmanuel Macron à l'AMF. Donc on voit très clairement que là-dessus, l'échelon départemental qui avait été plutôt porté au nu lors des débats et lors de la crise des Gilets jaunes, si vous voulez, aujourd'hui sort assez affaibli, au moins symboliquement, par ces absences-là. Est-ce que ça a une signification politique? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Néanmoins, quand on regarde un petit peu les ambitions qui étaient celles du gouvernement et d'Emmanuel Macron au printemps et à la fin de l'hiver, qui visaient grosso modo à dire on va refonder la décentralisation avec un triptyque, c'est-à-dire des compétences claires, une autonomie financière qui permette de faire réellement de la politique et du coup une responsabilité politique vers laquelle les collectivités pourraient plus aller parce qu'elles contrôlent les finances et ce qu'elles peuvent en faire. Très clairement, quand on voit aujourd'hui quelles sont les annonces, tant du point de vue du financement des départements que du point de vue des compétences qui ne bougent pas réellement, ou en tout cas qui sont majoritairement des compétences sur lesquelles elles n'ont pas vraiment la main, des compétences sociales qui évoluent mais qui n'évoluent pas d'abord de leur volonté, eh bien on voit très clairement que cette ambition-là en l'état n'est plus une ambition qui apparaît comme étant celle de l'exécutif. Alors les départements également ont joué un petit peu en ne sachant pas exactement quoi réclamer et comment se positionner dans le schéma, mais malgré tout, on voit très clairement là une inflexion qui est peut-être une inflexion assez inquiétante pour la future loi de décentralisation. Mais pourquoi c'est si compliqué avec les départements? Vous le disiez, Dominique Bussereau, c'est plutôt un Macron compatible, c'est un très proche d'Édouard Philippe. Pourquoi c'est plus compliqué avec les départements que ça ne l'est avec les régions, par exemple? Avec les régions, on a probablement une plus grande clarté. Avec les départements, si vous voulez, on est en train de payer cette notion de différenciation aujourd'hui. La notion de différenciation qui pose d'autres problèmes en termes d'unité de la République, mais pose également un autre problème qui est de mettre face à face chaque collectivité avec l'État, dans une forme de négociation pour ses compétences. Quand vous êtes une collectivité dont l'identité en termes de compétences n'est pas évidente, se retrouver comme ça dans un face-à-face, comme l'a été la collectivité européenne d'Alsace et comme l'est avec cette loi 3D, chaque département dans le cadre des régions, ça fragilise évidemment les positions à la fois des associations d'élus et également de chaque collectivité qui se retrouve en fait à devoir se positionner qui, dans le cadre de
Rhône-Alpes-Auvergne, où pour le coup le département est un échelon essentiel parce que la région est trop grande, ou dans des régions plus petites, où pour le coup le département va être contesté. Donc à partir de là, on a aujourd'hui, pour cette raison de la différenciation, il est encore contesté dans certains endroits. Si vous voulez, quand vous voyez en Bretagne, on voit très clairement aujourd'hui qu'il y a une montée de l'opposition à l'existence du département. Alors derrière, il y a évidemment des revendications régionalistes, mais on voit très clairement aujourd'hui que dans ce schéma un peu à géométrie variable qui est en train de se dessiner, eh bien l'échelon départemental, dans sa cohérence, pas toujours dans son existence, mais dans sa cohérence comme élément constitutif de la décentralisation, est aujourd'hui un échelon qui est de plus en plus contesté parce qu'en fait, eh bien, son utilité d'un territoire à un autre semble variable, et à partir du moment où vous n'avez plus d'unité de la notion de département, c'est chaque département qui, dans son rapport avec l'État, dans son rapport à la décentralisation, est bien évidemment affaibli. Allez, on l'a bien compris, ce congrès des départements qui a débuté hier sous le signe de la colère des élus. On va voir, cette colère des élus avec ce reportage de Fabien Recker et d'Audrey Vuettaz. Le sujet revient dans chaque discussion. Les présidents de département ont le sentiment que le gouvernement décide sur leur dos. Un exemple, il veut leur enlever les recettes de la taxe sur le foncier bâti pour les donner aux communes, afin de compenser la suppression de la taxe d'habitation. En décidant de faire finalement l'ajustement sur les ressources du département, en nous privant du foncier bâti, alors à la fois une perte de dynamique de ressources, une perte d'autonomie fiscale, et là ce sont deux questions majeures. En cas par exemple de récession économique, la TVA baisse, le RSA augmente. Comment fait-on si nous n'avons plus de capacité d'ajustement? Des départements qui assument déjà 9 milliards d'euros de dépenses de solidarité chaque année, alors même que l'État contraint leur budget. Ils se disent étranglés. Et ce n'est pas pour nous, élus du département, qu'on le dit. C'est parce qu'il y a une répercussion sur l'ensemble des citoyens dans nos départements, sur ceux qui ont l'aide sociale pour les personnes âgées, pour ceux qui ont l'aide pour les personnes handicapées, pour ceux qui ont le RSA. Au-delà de la question des finances, c'est le lien de confiance avec le gouvernement qui semble rompu. Le département est mis à mal particulièrement par ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il commande. Et derrière, il n'amène pas non plus les recettes qui vont avec. Pour le président de l'ADF, il est donc temps d'aller vers plus de décentralisation. On attend vraiment que dans beaucoup de domaines, l'État se retire, il ne sert plus à rien. Il n'a plus de moyens, il n'a plus d'équipe, il n'a plus de personnel, il ne fait qu'empêcher au lieu de réaliser. Et qu'au contraire, l'État se fortifie sur les missions régaliennes. Jean-Michel Blanquer et Jacqueline Gouraud seront à Bourges aujourd'hui. Plus que des discours, les élus veulent des réponses concrètes. Benjamin Morel, on le voit, ce qui cristallise vraiment la tension cette année, c'est cette réforme de la fiscalité locale. C'est ce qui cristallise en effet les tensions, si vous voulez. C'est d'autant plus des tensions qui sont compliquées à gérer, parce que là, pour le coup, c'est pas un jeu à somme nulle entre cette méta-association qui est Territoire Uni. C'est-à-dire qu'on voit très bien aujourd'hui que dans la situation des finances publiques et dans les projets du gouvernement, retirer à l'un pour donner à l'autre, eh bien ça crée évidemment des tensions au sein d'associations qui se veulent unies face au gouvernement. Donc là, il y a un premier problème. Le deuxième problème, en effet, c'est que donner un point de TVA aux régions, c'était plutôt porteur, parce que d'une certaine façon, c'est une ressource qui est dynamique et qui généralement va croissante. Donner une part de TVA au département, c'est pas forcément une mauvaise stratégie si on s'intéresse simplement à l'état des finances des départements. Le problème, c'est que c'est une ressource sur laquelle les départements n'ont pas la main. Et quand vous n'avez pas la main sur la fiscalité, comment est-ce que vous faites de la politique? Comment vous dites, écoutez, votez pour moi parce que moi, je baisserai les impôts et je trancherai dans telle ou telle dépense. Ou donc au contraire, finalement, les départements ont raison de dire que ça peut être le début de l'asphyxie financière. C'est pas forcément le début de l'asphyxie financière, mais c'est peut-être le début, ou en tout cas une étape de l'asphyxie politique des départements. Parce que si vous voulez exister en tant qu'assemblée politique, en tant que conseil départemental, vous avez besoin justement de pouvoir jouer sur les finances, de pouvoir du coup jouer sur les projets politiques que, en tant que parti au niveau départemental, lors des prochaines élections, vous allez soumettre au vote des citoyens. Si vous dites simplement, écoutez, on a des dépenses qui sont fixes et sur lesquelles on ne peut pas bouger, on a de l'argent lié à la TVA qui est fixe et sur lequel on ne peut pas toucher, notre projet consiste en fait simplement à une incarnation différente du département que nos prédécesseurs. Évidemment là, on est quand même sur un champ politique extrêmement restreint et là il y a un vrai problème. Allez, on va parler d'un homme, Gérard Larcher, Quentin, puisqu'il était présent hier à Bourges, comme il est à chaque congrès d'association d'élus finalement. On va en parler avec vous, Quentin.
Et Quentin Gérard Larcher, il a tenu hier un discours offensif. Voilà, on le voit, la pression monte progressivement, notamment de la part des élus locaux et donc du président du Sénat envers le gouvernement. Car vous l'avez dit avec Benjamin Morel, on est à la veille d'une réforme, une nouvelle réforme territoriale, une étape de la décentralisation. Mais donc hier, discours de Gérard Larcher à la tribune du congrès de l'Assemblée des départements de France. Un discours très offensif, vous le disiez, avec beaucoup de phrases saillantes, beaucoup de formules hier, et un président du Sénat qui était en forme. C'est pas nous qui le disons, c'est lui. Écoutez. Forme extraordinaire. Je vous le dis, je ne mollirai pas sur ce sujet-là. Je pense que c'est la responsabilité du Sénat et du président du Sénat, non pas d'être dans une forme d'anti, mais au contraire dans une forme de construction positive. Mais je crois que si nous ne repartons pas des territoires, alors nous raterons vraiment quelque chose dans l'intérêt même, François et André, vous l'avez dit, de notre pays. Voilà, donc plusieurs questions se posent. Vous l'avez dit là encore, Ariane, avec votre invité. Il y a d'abord la question du financement, des finances pour les collectivités locales. Au fil des réformes territoriales, la relation entre le gouvernement et les territoires, elle se dégrade. Et donc, à la veille d'une nouvelle étape de cette décentralisation annoncée pour 2020, il y a ce projet de loi 3D. Alors, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission. C'est quoi 3D? Décentralisation, déconcentration, différenciation. Voilà, ça c'est pour ce qu'on sait pour l'heure du projet de loi, mais c'est la seule chose qu'on sait. On n'a aucune idée du contenu pour l'instant de cette réforme. Mais donc le président du Sénat, lui, il a proposé aux représentants des départements et des régions d'ailleurs d'écrire, je cite, ensemble le projet pour la nouvelle génération de la décentralisation. Écoutez le président du Sénat hier encore. La verticalité, la décision d'en haut dans un certain nombre de domaines, c'est un système qui ne marche plus. On ne construit pas une nouvelle génération de décentralisation si nous ne retrouvons pas le chemin de la confiance dans la relation entre l'exécutif, le Parlement et les territoires. Voilà, Gérard Larcher qui dit qu'il faut qu'on tire les leçons du passé, que les réformes territoriales ou les réformes de décentralisation, elles se sont mal passées par le passé. Donc justement, maintenant, il faut associer davantage le Parlement et le Sénat entend être en première ligne. Et d'ailleurs, tous les groupes politiques seront à la manœuvre, seront inclus dans cette réflexion qu'entend mener Gérard Larcher pour proposer une contre-réforme ou une réforme tout court au gouvernement en parallèle de ce que le gouvernement lui va proposer déjà. Merci beaucoup, Quentin. Benjamin Morel, Gérard Larcher, on le disait, il est présent à chaque congrès d'association d'élus. Hier, il était très offensif. Et Gérard Larcher, il faut dire que ça fait longtemps que c'est le premier défenseur des départements. C'est le premier défenseur des départements, c'est le premier défenseur des communes. Le Sénat a toujours été en première ligne pour sauver ces collectivités qu'on juge anciennes, mais dont on a vu avec la crise des Gilets jaunes et au-delà, avec la désertification d'une partie du territoire aujourd'hui, que ces collectivités de petite amplitude, relativement, ont aujourd'hui une importance cruciale, à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue économique. Donc là, il y a un rôle qui est évident du Sénat. Après, vous avez, si vous voulez, également deux agendas politiques qui se heurtent. Vous avez l'agenda politique du gouvernement, qu'on a bien détaillé tout à l'heure, et vous avez l'agenda politique de Gérard Larcher, avec du coup la volonté de reconstruire la droite par le bas. Il y a un peu de politique. Il y a un peu de politique, évidemment, en s'appuyant sur ces associations qui sont aujourd'hui tenues par la droite, en vue des sénatoriales, en vue des municipales. Au contraire, le gouvernement, lui, tend plutôt à contourner ces associations. Édouard Philippe n'était pas là à ADF, mais il a été là au congrès de plusieurs, entre guillemets, petites associations d'élus au début du mois de septembre, pour justement marquer que, il y avait cette volonté de s'adresser non pas aux associations représentatives officielles, les grandes associations représentatives des collectivités territoriales, mais de s'adresser, encore une fois, à chaque catégorie, à chaque collectivité territoriale. Le danger pour ça, pour les collectivités territoriales, c'est ce que l'on disait tout à l'heure un peu sur la différenciation, et on peut y revenir là-dessus également, c'est de se retrouver en tête-à-tête avec l'État, dans un rapport évidemment totalement asymétrique, qui pose à terme le problème de la capacité à peser pour ces grands groupes de collectivités sur un futur projet de loi. Allez, on va y revenir, mais on va retourner à Bourges, puisque nous sommes en direct avec André Viola. Bonjour André Viola, merci d'être avec nous ce matin. Vous Bonjour. êtes le président du département de l'Aude et vous présidez également le groupe de gauche à l'ADF. Alors André Viola, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin? Quelle va être la tonalité de votre discours?
Écoutez, un discours qui sera offensif et qui demandera au gouvernement de revenir sur la copie qu'il nous a présentée et qu'il ne nous satisfait absolument pas, puisque à la fois il met fin à notre autonomie fiscale et dans le même temps il ne répond pas au sujet de la compensation des allocations individuelles de solidarité une année encore. On a bien compris, le principal sujet de crispation cette année, c'est cette réforme de la fiscalité locale. Vous dites ça met fin à l'autonomie fiscale. Pour vous, la compensation par la TVA, ça ne va pas ? Ben non, ça ne va pas, parce que je crois que la décentralisation, la libre administration, c'est de pouvoir jouer sur les dépenses, mais aussi sur les recettes. Or là, on aura une part de TVA sans avoir de pouvoir de taux. Donc c'est une dotation déguisée finalement. Et puis en plus, c'est très dangereux avec la TVA, puisque c'est un impôt intimement lié à l'évolution économique. Et on sait bien que pour les départements, et c'est là le paradoxe, quand il y a crise économique, eh bien c'est là qu'on a le plus besoin de moyens, parce que c'est là qu'il nous faut aider encore plus nos compatriotes au niveau de la solidarité. Donc on aurait un impôt qui baisserait en période de crise, au moment où nous avons besoin d'accentuer nos dépenses pour jouer ce rôle d'amortisseur social qui nous est reconnu. Est-ce que vous pensez avoir encore les moyens, vous, président de département, de négocier sur cette réforme, de faire que le gouvernement revienne dessus ? Écoutez, moi je crois, parce qu'au niveau des collectivités territoriales et de territoires unis, donc des 3 niveaux de collectivités, nous sommes sur la même ligne. On est prêt à discuter d'une nouvelle étape de décentralisation, mais encore faut-il que le cœur de cette notion ne soit pas atteint. La décentralisation, ce n'est pas simplement des délégations de compétences, c'est aussi une confiance entre l'État et les collectivités. Ce n'est pas les collectivités contre l'État. Nous avons besoin d'un État fort sur ses compétences, mais qui fasse confiance aux collectivités territoriales et qui les laisse tranquilles sur les compétences qu'elles ont à exercer, en leur donnant les moyens d'agir, la liberté d'agir. Pour vous, cette confiance entre les départements et l'exécutif, est-ce qu'elle est encore là aujourd'hui ? La confiance, depuis le début de ce mandat, ça a été très très compliqué pour nous. Bon, je ne vais pas faire tout l'historique, mais encore il y a 1 an, on nous avait dit qu'on aurait la possibilité d'augmenter les droits de mutation. Et puis, ça n'a pas été le cas, parce que nous avons, pour une grande partie d'entre nous, refusé de signer ce qu'on appelle les contrats de Cahors, mais qui était déjà pour nous le signe d'une atteinte à la libre administration, puisque, vous voyez, non seulement maintenant on veut porter atteinte à nos recettes et nous limiter sur nos recettes, mais il y a 1 an, eh bien, on nous disait les dépenses aussi, vous ne pourrez plus faire comme vous le souhaitez. Donc c'est compliqué. On avait espoir après la crise des Gilets jaunes. On avait eu des discours remettant les élus locaux sur le devant de la scène, mais les actes n'ont pas suivi. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'espoir ? Plus d'espoir, il faut toujours avoir de l'espoir, mais je crois que ça passera par un rapport de force avec le gouvernement. Il faut qu'ils comprennent que les collectivités, elles ne sont pas là pour aller contre l'État. Je le redis, on a des missions qui nous sont déléguées, que l'État nous a déléguées historiquement, et on veut pouvoir les assumer pleinement. Vous parlez d'un rapport de force, ça veut dire quoi ? Jusqu'où vous êtes prêt à aller ? Écoutez, là, on va écouter ce que nous proposera la ministre, mais vous savez, c'est compliqué. Nous en avons discuté au niveau du bureau de l'ADF. On ne peut pas nous imposer comme ça, sans aucune concession, cette réforme, et de l'autre nous solliciter sur tout un tas de sujets pour aller vers de la contractualisation. Regardez cette absolue
paradoxe là aussi. On nous dit contractualiser. L'État est prêt à mettre des moyens sur le plan pauvreté, différents types de contractualisation, mais ils nous disent, voilà, c'est pour aller plus loin. Très bien. Sauf que, dans le même temps, Bercy nous dit, attention, les dépenses que vous ferez en plus à notre demande, à la demande de l'État, nous les comptabiliserons dans les fameux 1,2%. Et donc, si vous dépassez, vous serez sanctionné. Donc, voilà, on nous dit d'un côté, dépenser plus pour mener des politiques pour aller plus loin, on l'entend. Mais de l'autre, on vous dit attention, hein, si vous dépassez, vous serez sanctionné. Donc c'est très compliqué. Et donc oui, il y a des questions comme faudra-t-il aller sur ce chemin de la contractualisation avec l'État si, ma foi, de l'autre côté, il continue sur cette ligne d'injonction qui vise à limiter notre liberté. Merci beaucoup. Merci André Viola d'avoir été en direct avec nous et on suivra en direct sur notre antenne votre discours ce matin. Merci André Viola. On va passer la revue de presse avec vous, Quentin, hein, revue de la presse nationale ce matin, mais on va parler des départements. C'est parti. Et Quentin, je le disais, on va parler des problématiques des départements. C'est à la une du Parisien. Voilà, une problématique très concernante, la question des 80 km/h sur les départementales et sur les nationales. Vous le savez, c'était il y a un an, ça avait été l'une des causes déclencheuses du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, à la une du Parisien, les 80 km/h tiennent la route. Le Parisien a mené l'enquête. Et regardez, plus de 20 départements ont déjà annoncé qu'ils ne reviendraient pas aux 90 km/h. Les élus se plaignent des conditions trop complexes et du coup d'un retour en arrière. D'ailleurs, cette semaine, dans l'un des reportages de Fabien Riquer et Audrey Vuettaz, en Saône-et-Loire, on expliquait que pour remettre les panneaux à 90 km/h, c'était 1 000 € par kilomètre de route. Et donc, dans la double page principale du journal Aujourd'hui en France, Le Parisien, donc, on le voit, il y a cette carte et avec, on a fait un petit zoom. Je vais refaire un peu de météo, vous voyez. 44 départements en jaune, ce sont ceux qui pourraient retourner aux 90 km/h. Et dans 22 départements, il y a un maintien à 80 km/h. On le voit, il y a la carte qui est comme ça assez éparse. Allez, on enchaîne avec le Figaro, Quentin. La une sur un autre sujet, le Brexit. Voilà, on quitte les problématiques des départements. On va parler d'un sujet national, international et surtout européen. Dernière chance pour le Brexit à l'amiable à la une du Figaro, avec, vous le voyez, cette photo de Boris Johnson et de Jean-Claude Juncker. Mais donc, principal problème, première étape d'abord, le Brexit de Johnson à l'épreuve de Westminster, puisqu'il va falloir convaincre une majorité de parlementaires britanniques de voter l'accord trouvé entre l'Union européenne et Boris Johnson. Mais moi, il y a un article qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui qui est en bas ici. Les coulisses d'un deal conclu à l'arraché entre Bruxelles et Londres à 2 semaines du Brexit. Et surtout, ce passage que je voulais vous lire. En réalité, le retournement de situation s'est produit la semaine dernière, nous dit le Figaro, lorsque lors d'une rencontre à Virale, Leo Varadkar, qui est le Premier ministre irlandais, a fait une concession majeure à Boris Johnson en acceptant que l'Irlande du Nord puisse rester dans l'Union douanière britannique. Et donc voilà, reste à savoir maintenant si Westminster va adopter ce plan. Merci Quentin, on vous retrouve tout à l'heure pour votre revue de la presse quotidienne régionale. Cette fois-ci, à tout à l'heure Quentin. Dans quelques instants, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, coordinateur de La France Insoumise. On parlera du Brexit, on en parlait avec vous Quentin, de ce cessez-le-feu en Syrie, mais également de la réforme des retraites et du budget. L'actualité chargée avec Adrien Quatennens. Mais d'abord, un extrait de Hashtag, magazine de Public Sénat qui s'intéresse à la com politique. Cette semaine, Hélène Risser revient sur l'incendie de Lubrizol et sa gestion par le gouvernement. On regarde. En fait, dans ce genre de situation, le gouvernement est toujours tiraillé entre 2 injonctions contradictoires. D'une part, la nécessité de rassurer et d'autre part, la nécessité d'appliquer le principe de précaution. Or, on le sait, quand on applique un principe de précaution, on prend des mesures qui sont assez effrayantes. Des fermetures d'écoles, interdiction d'effectuer des récoltes, interdiction de collecter le lait. Donc, tout ça
dresse en fait un contexte qui est par nature effrayant. Après, effectivement, il y a eu des erreurs de gestion de communication, on va en parler, mais c'était mal parti dès le départ. C'était d'être rassurant, c'était quoi l'erreur? Alors là, dans ce qu'on vient de voir. Là, on pourrait se dire, en fait, en période de gestion de crise, nécessité d'afficher une volonté de transparence, d'aller sur place. Or, c'est ce qui a été fait. Mais qui va sur place, en fait? Regardons ce qui se passe dans les tout premiers jours. 1 ministre, 2 ministres, 4 ministres, plus le Premier ministre, sans parler de l'intervention du président par la suite. Or, un des éléments de base de la gestion de crise, c'est qu'il faut centraliser la parole et ne pas multiplier les porte-paroles, parce que dans ces cas-là, il y a autant de position que de porte-parole. Avec des petites maladresses, etc. Un commentaire sur ce qui vient d'être dit et puis la manière dont ça s'est traduit sur les réseaux sociaux? Le fait d'avoir autant de ministres, au-delà de la multiplicité, vous avez parfaitement raison de la prise de parole, il y a une réalité qui est, c'est très à l'ancienne et c'est très angoissant. Autant de ministres, mais ça doit être grave pour qu'il y ait autant de ministres. Et on vous dit, non, c'est pas grave. Bah oui, mais c'est pas grave. Et qu'il y a autant de ministres. Voilà. Et en fait, pendant toute cette crise, on a une réalité d'injonction contradictoire perpétuelle qui fait que du coup, c'est compliqué d'arriver à apaiser. Parce que si je vous dis que c'est pas grave et qu'on vient très nombreux, bah, je vous crois pas trop. Je vous dis, on a fait des enquêtes, mais je vous donne pas les chiffres. Je vous dis, vous pouvez partir serein, mais je vous interdis de boire le lait et de manger vos produits. On va y venir. L'ensemble donne quelque chose de compliqué. Une mini-réaction, oui. Oui, je réagis parce qu'effectivement, vous avez raison. Et d'ailleurs, un des éléments intéressants, c'est qu'en fait, il y a, le gouvernement est tiraillé entre la nécessité de dire des choses vraies, qui sont étayées scientifiquement, et une demande d'information qui va très très vite. Donc, quel est le risque dans ces cas-là? C'est d'avoir une parole qui est extrêmement rationnelle, voire froide. Ah ben oui, et ça s'est traduit, en fait, dans les faits, par un manque d'empathie qui a contribué à accentuer fortement la crise. Et notre invité politique ce matin, c'est Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, et vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Fabrice Bessaredon. Bonjour Fabrice. Bonjour Marianne. Vous êtes journaliste au groupe Bonjour. EBRA. Ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer par l'actualité internationale, Adrien Quatennens. La Turquie qui a annoncé hier une suspension des combats en Syrie, suspension d'une durée de 5 jours. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle? Écoutez, évidemment, c'est-à-dire que c'était un véritable massacre et là on a un cessez-le-feu, donc il faut se méfier parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la pérennité de ce cessez-le-feu, mais évidemment qu'il était urgent que ces combats puissent cesser. Se pose maintenant la question de la survie, y compris politique, du peuple kurde, dont vous savez qu'il est l'un de nos principaux alliés contre Daesh. Donc on a besoin maintenant de pouvoir voir concrètement quelles vont être les conséquences localement de ce qui s'est produit. Pour l'instant, réjouissons-nous du fait que les armes se taisent pendant 5 jours. Bon, les États-Unis ont joué un rôle assez complexe, ils se sont retirés, maintenant ils demandent aux Turcs de lever le pied. Et l'Europe dans tout ça? Bon, d'abord, je pense que c'est aussi en quelque sorte aussi un aveu de faiblesse de la part des Turcs, dans la mesure où les Kurdes ont bien résisté sur place, malgré l'offensive. Ce qu'il y a de très clair dans cette affaire, c'est qu'on pensez que c'est une petite victoire des Kurdes? Je pense en tout cas que c'est aussi un aveu de faiblesse de l'armée turque. Qu'est-ce que vous entendez par aveu de faiblesse? Pardon ? Qu'est-ce que vous entendez par aveu de faiblesse? Je veux dire que, contrairement à ce qui a pu être pensé, la capacité sur place du peuple kurde à se mobiliser face à cette offensive est véritable et que peut-être l'armée turque n'avait pas envisagé avoir une telle résistance sur le terrain. Maintenant, la question, c'est celle de la diplomatie et on voit bien aussi tout le problème que ça pose. C'est que dans cette affaire, vous avez des puissances qui sont alliées au sein de l'OTAN, qui se sont retrouvés dans une situation absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait des forces spéciales françaises sur place qui ont été ciblées par l'armée d'Erdogan et par la Turquie, en quelque sorte, qui est également membre de l'OTAN. Et tout ça a démarré, c'est vrai, au moment où Donald Trump avait décidé de retirer ses troupes. Donc un allié finalement peu fiable, il faut le dire. Moi, je redis à cette occasion, bien évidemment, moi je redis à cette occasion que la grande question posée pour la France, qui doit jouer un rôle dans la construction de la paix, parce que la paix, c'est notre trajectoire et c'est une construction politique, c'est pas du régime de l'incantatoire, c'est avoir une indépendance. Vous savez, l'indépendance, c'est pas l'isolement en matière de géopolitique, sauf qu'en se fourvoyant dans tout type d'alliance, et y compris dans l'OTAN, on voit pas bien aujourd'hui encore quelle est
finalement l'intérêt pour la France, eh bien la France s'est rendue inaudible. Voilà ce qu'il s'agit de dire. Moi, je pense que la France... ça veut dire quoi? Que c'est quoi la solution? C'est l'Europe de la défense? Non, surtout pas. Ça veut dire que la France doit sortir de l'OTAN et retrouver son indépendance, puisque à travers le monde, la France est écoutée. Et elle est une puissance médiatrice. Elle est écoutée, mais pour qu'elle ait les moyens? Déjà, la première chose à faire pour qu'elle en ait les moyens, c'est qu'elle retrouve une forme d'indépendance qu'elle a aujourd'hui perdue, en se mettant à la botte souvent des intérêts des Nord-Américains. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Vous savez, l'OTAN, ça a été pensé pendant la guerre froide. Jusqu'à preuve du contraire, la guerre froide est terminée. On ne voit pas aujourd'hui quel est le sens profond de ce type d'alliance. Et dans un monde qui bouge extrêmement vite, la France doit pouvoir jouer son rôle et elle ne le peut que véritablement si elle retrouve cette indépendance. Selon vous, la France peut agir seule? Mais précisément, comprenez une chose, c'est que quand je parle d'indépendance en matière géopolitique, je suis plutôt favorable à l'idée que cette indépendance nous permette, en l'occurrence, de multiplier les contacts diplomatiques à travers le monde. C'est-à-dire que, pour moi, l'indépendance... Oui, mais l'indépendance, pour moi, c'est la condition, finalement, d'une diplomatie multipolaire. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'en étant sans cesse arrimé à l'OTAN, eh bien, la capacité de la France à agir, à avoir une voix singulière à l'échelle internationale est érodée. Et de la même manière, vous me parliez de l'Europe de la défense, mais vous savez que ce projet, il est de toute façon lui aussi complètement arrimé à l'OTAN et à la politique belliciste des Nord-Américains qui ont des intérêts économiques derrière tout ça. C'est une puissance économique qui, lorsqu'elle décline, déploie des moyens considérables dans l'armée et on voit bien après de quoi il en retourne avec parfois les fuites en avant belliqueuses dont nous n'avons pas besoin. Cette attaque en Turquie, elle a posé la question des djihadistes. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était hier en Irak. Il a plaidé pour que les djihadistes étrangers, dont 60 Français, soient jugés sur place. Est-ce qu'il faut les juger là-bas, selon vous? Écoutez, moi, le droit international, en l'occurrence, dit que les crimes doivent être jugés là où ils ont été commis. Ça, c'est si on s'en tient au droit international. Moi, ce qui m'intéresse comme responsable politique, c'est la sécurité des Français. Et contrairement parfois à l'évidence et à ce que l'opinion publique entend, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, eh bien, plus ils se tiennent éloignés de nous, mieux c'est. Et donc, il vaut mieux qu'ils soient jugés sur place. Moi, de manière très rationnelle, j'interroge la capacité à ce qu'ils soient jugés sur place. Est-ce que là-bas, les conditions de détention, de jugement, sont optimales? La question mérite d'être posée. Si c'est possible de le faire dans de bonnes conditions là-bas, oui. Mais très franchement, moi, je vous le dis. Vous n'en êtes pas convaincu? En tout cas, moi, au moment où s'est posée la question du rapatriement, il y a quelques mois, vous vous en souvenez, de certains djihadistes, moi je disais très clairement, ce qui doit primer sur la décision, c'est notre sécurité, donc la capacité à faire les choses correctement. C'est pas de savoir s'ils doivent être loin ou près. C'est notre sécurité, la sécurité des Français, ou c'est la justice équitable pour ces djihadistes? C'est d'abord et avant tout, compte tenu du fait que ces personnes ont retourné les armes contre nous et soient des adversaires, c'est d'abord et avant tout notre sécurité qui compte, bien évidemment dans le respect du droit, ça c'est évident. Mais sur la question de savoir où on les juge, c'est la capacité matérielle, je veux dire, à les juger et à détenir. On pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, des tribunaux internationaux ad hoc qui seraient déployés sur place. Mais la question qui doit primer d'abord et avant tout, c'est notre sécurité. Si les conditions là-bas permettent de les juger correctement et d'avoir de la détention, c'est très bien. Si ce n'est pas possible, pourquoi pas le faire ici? Et puis surtout, dire une chose, c'est que quand il y a des jugements, ça doit aussi nous servir en termes de renseignement pour recueillir de l'information. Car nous n'avons pas fini jusqu'à preuve du contraire avec ces milices islamistes. Donc il faut pouvoir effectivement recueillir de l'information, c'est extrêmement important. On a assez peu parlé du renseignement, mais on a besoin de cela également. L'opinion publique est plutôt favorable à ce que ces djihadistes restent là-bas. Oui, mais pourquoi? Pour une raison qu'on connaît bien. Et moi je suis d'accord avec l'opinion sur ce point, évidemment. L'opinion publique, elle veut sa protection, sa sûreté, sa sécurité. Et bien évidemment, c'est mon souhait le plus complet que d'y concourir. Et donc je crois qu'il faut d'abord se poser la question, effectivement, de oui ou non, est-ce que ces jugements et cette détention peuvent être bien réalisés sur place ou pas? Si la réponse est oui, alors pas de problème, on les juge sur place. Si en revanche, nous n'avons aucune garantie, et que, y compris d'ailleurs le retrait américain pose des problèmes en la matière, il faut pouvoir se poser rationnellement la question. Alors on va passer à un autre sujet, le Brexit. Un accord a été trouvé hier entre les 27 et le Royaume-Uni sur les conditions de ce Brexit. Est-ce que déjà vous vous réjouissez qu'un accord soit trouvé? Écoutez, il faut bien qu'on trouve une porte de sortie à cette situation. Maintenant, si j'en crois le contenu de l'accord, et y compris, il reste encore à passer l'épreuve du Parlement. Oui. J'ai vu que beaucoup de parlementaires britanniques considéraient que l'accord qui a été négocié
entre l'Union européenne et Boris Johnson est un moins bon accord de leur point de vue que l'accord précédent négocié par Theresa May, dont on se souvient qu'il avait été largement rejeté au sein du Parlement. Vous êtes peu confiant. Donc l'affaire n'est pas terminée. Maintenant, ce qu'on voit dans les détails, c'est qu'on est en présence finalement d'un accord qui va ressembler ni plus ni moins qu'à un vaste accord de libre-échange, avec d'ailleurs une partie qui reste à négocier a posteriori si l'accord est validé par le Parlement. Bon, moi, plus globalement, la question du Brexit, elle pose la question de l'Union européenne et du fait que l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, se rend détestable aux yeux des peuples. Il faut dire les choses très franchement, pour des mots d'ordre qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, vous savez, il y a encore quelques années, quand on parlait de l'Union européenne, on se posait la question de savoir quel allait être le prochain pays qui allait rejoindre l'Union européenne. Aujourd'hui... Ce qui lui a été reproché d'ailleurs, cette boulimie. Pardon ? Cette boulimie a été reproché à l'Union européenne. Oui, mais en l'occurrence, c'est plutôt les conditions de l'intégration qui posent question finalement. Parce que l'Union européenne aujourd'hui, disons les choses très franchement, c'est un idéal, l'Europe, auquel moi je souscris au départ. C'est-à-dire l'idée de coopération entre les peuples. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure de la construction européenne, cet idéal a été largement dévoyé sur l'autel des marchés, de la concurrence libre et non faussée, d'une manière absolument idéologique et aveugle. Et aujourd'hui, s'il fallait résumer à grands traits l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, ce sont des pays qui ne sont pas harmonisés socialement, fiscalement, que l'on a empaquetés parfois de force. Les Français se souviennent du vote de 2005. Entre des traités qui en gros empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, réduisent les capacités budgétaires, et on dit en gros c'est la compétition économique, battez-vous entre vous que le meilleur gagne. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc on voit bien aujourd'hui que sur un tas d'objectifs d'ailleurs que nous avons à réaliser. Moi je vous dis aujourd'hui par exemple la France a des capacités pour pouvoir ouvrir la voie d'une bifurcation technique pour faire la planification écologique. Oui, mais pour ça il faut investir considérablement. On pourrait le faire parce que les taux sont plutôt bas. L'Europe ne va pas assez loin finalement. Alors, dans l'harmonisation. Si vous m'écoutez bien, ce qui se passe, c'est que les traités européens, en gros, empêchent de mener une autre politique que la politique d'austérité budgétaire et la concurrence libre et non faussée. En gros, à peu près partout sur le vieux continent, peu importe pour qui vous votez, on l'a vu avec les expériences grecques et autres, systématiquement, la Banque Centrale Européenne, la Commission viennent sauter à la gorge des gouvernements pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alternative, soit toujours la même politique partout. Vous savez, en France, malgré la 5e République que je mets en cause, puisque je veux passer à la 6e avec l'Assemblée constituante, si vous votez pour un président de tel ou tel bord politique, même dans ce cadre institutionnel, vous pouvez mener des politiques foncièrement différentes. L'Union européenne, aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, en gros, fonctionne comme une camisole de force qui empêche de mener d'autres politiques. Il ne s'agit pas de rejeter l'Union par principe, mais de dire que tant que ce sont ces traités-là qui sont en vigueur, eh bien l'Union européenne ne peut pas plaire au peuple. Elle ne peut que dysfonctionner. Mais pour finir votre raisonnement de tout à l'heure, vous nous disiez il y a quelques années, on se posait la question de savoir quel pays allait rentrer dans l'Union européenne. J'imagine que vous alliez nous dire aujourd'hui, on se demande qui va en sortir. Maintenant, on se demande quel est le prochain à vouloir sortir. Voilà, est-ce que pour vous, clairement, il y a un risque d'éclatement de cette Union européenne ? Mais la dislocation est en cours, j'ai envie de vous dire. Parce que les Anglais sortent d'une union dans laquelle ils n'ont jamais vraiment voulu rentrer. Mais il n'y a pas que les Anglais. Vous voyez bien que régulièrement, lorsqu'il y a des scrutins à l'échelle européenne, on voit bien ce qui se passe. Il y a une défiance qui s'exprime envers l'Union européenne. Je veux dire, à la rigueur, si on parlait de dislocation de l'Union européenne, vous restez assis sur une chaise, vous regardez, et la dislocation, elle a déjà lieu, elle est sous nos yeux. Moi, je pense que véritablement, il est temps de se poser la question de la manière dont cette union fonctionne, et notamment de ses traités. On ne peut pas continuer, pour le dire... pour tailler le raisonnement à la serpe, à avoir une Union européenne qui est alignée sur les intérêts de quelques-uns, en particulier je pense aux intérêts du gouvernement allemand et de sa production particulière, de sa démographie particulière, face aux grands défis que nous avons à relever de toute façon, qui dépassent même d'ailleurs nos désaccords politiques. Je pense par exemple à la question du changement climatique. Il y a besoin de pouvoir investir et donc d'arrêter de respecter ces règles absurdes, notamment des 3% de déficit budgétaire, qui nous mettent en retard sur plein d'objectifs que nous pourrions réaliser. Enfin, il y a quand même plus enthousiasmant à faire, à mon avis, que la concurrence libre et non faussée et l'austérité budgétaire. Le fait que Sylvie Goulard ait été retoquée la semaine dernière, vous avez vécu ça comme un affront en tant que Français ou pas ? Bon, d'abord, Sylvie Goulard en tant que telle, je crois que c'était pas une bonne candidate pour plein de raisons. Ouais. D'abord, du point de vue de ce que l'on vient de se dire et de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui et de ses travers de mon point de vue, Sylvie Goulard était un peu vraiment voilà, la bonne représentante de l'Union européenne telle qu'elle dysfonctionne de mon point de vue. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense que sa candidature, compte tenu de la controverse autour des affaires, était en quelque sorte une provocation. Ça n'était pas possible pour elle. Mais bien évidemment, c'est une première
dans l'histoire de la Commission que la candidature française soit rejetée. C'est donc un camouflet pour la France, mais en particulier pour Emmanuel Macron, dont on voit bien que les choix ne sont pas si évidents que cela aux yeux des dirigeants européens. C'est-à-dire on nous a beaucoup vendu la parole de la France au sein de l'Union européenne et un Emmanuel Macron qui serait rayonnant à l'échelle de l'Union européenne. On voit bien qu'aujourd'hui, et je fais le lien avec votre première question sur la Turquie et sur l'OTAN, on voit bien que la parole de la France, que ce soit au sein de l'Union européenne ou à l'échelle mondiale, elle est considérablement affaiblie. Nous avons perdu de notre capacité de rayonnement au service de grands objectifs, qu'ils soient économiques concernant l'Union européenne, écologiques ou géopolitique. Allez, il y aura encore beaucoup à dire sur l'Union européenne, mais il faut qu'on avance, il y a beaucoup de sujets. On va parler de la réforme des retraites. Hier, Édouard Philippe était dans le Jura, à Lons-le-Saunier, pour discuter avec les citoyens de cette réforme des retraites. Et dans un document communiqué aux partenaires sociaux, Jean-Paul Delevoye, il rouvre la discussion sur le délai de mise en œuvre de cette réforme. Est-ce que vous y voyez une ouverture au dialogue ou un recul? Non, j'y vois une entourloupe, c'est-à-dire qu'en fait, à mesure qu'on avance et que le calendrier approche du moment où, d'un point de vue législatif, ce texte devrait être étudié, à chaque fois, on a un gouvernement qui nous dit « rien n'est décidé, rassurez-vous ». Mais en fait, à coup de « rien n'est décidé », on va arriver jusqu'au moment où la réforme va passer. Et pendant qu'elle sera discutée, nous dirons « rien n'est décidé, rassurez-vous ». Non, en réalité, c'est que quand on regarde, y compris les débats qui sont menés sur la réforme des retraites, moi, je veux faire œuvre de pédagogie parce que l'essentiel n'est jamais dit aux Français. Tant que l'on arrive à se saisir des différents particularismes dans des exercices comme celui qu'on a vu hier avec Édouard Philippe et Jean-Paul Delevoye ou il y a quelques semaines à Rodez avec Emmanuel Macron, tant que le président de la République peut dire en quelque sorte « Madame, on va regarder votre dossier, on va s'occuper de vous », l'essentiel n'est pas dit et personne n'y voit clair sur cette réforme. Parce qu'on nous parle aujourd'hui du calendrier de la réforme, mais le problème, c'est pas le calendrier, c'est l'intention de ce gouvernement. Si je le résume à grands traits, en quelque sorte, la réforme des retraites par points, qui focalise tous les commentaires, c'est juste un outil au service d'un objectif politique qui n'est jamais avoué par le gouvernement. C'est que pour la première fois de l'histoire, notamment de la sécurité sociale, alors qu'à mesure que la population de ce pays a vieilli, on a toujours alloué plus de ressources au financement des retraites, tant et si bien que, y compris le taux de pauvreté des seniors a été contenu en France et que le système de retraite a plutôt tenu sa promesse. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Emmanuel Macron veut opérer une rupture, alors que la trajectoire démographique montre qu'il va y avoir toujours plus de seniors, donc potentiellement toujours plus de retraites à servir. Emmanuel Macron a décidé de geler la part du PIB, la part de la production qui va être allouée au financement des retraites à 14%. Donc il va y avoir un décrochage en quelque sorte. Donc il faut bien la réformer cette retraite. J'y viens, oui, parce que je ne défends pas le statu quo, je vais vous dire ce que je défends. Mais en tout cas, dire une chose, c'est que compte tenu de ce choix d'Emmanuel Macron, de bloquer à 14% du PIB la part des ressources allouées aux retraites, ça va provoquer un effet qui est mécanique, de toute façon. C'est qu'on va être toujours plus nombreux démographiquement à se partager un gâteau dont Emmanuel Macron nous dit il ne sera pas plus gros. Donc la retraite par point, une baisse des pensions. La retraite par point, mécaniquement, elle permet de se partager à toujours plus un gâteau qui ne sera pas plus gros. Donc pas besoin de 3h30 en bras de chemise pour comprendre du coup ce qui va se passer. C'est que mécaniquement, soit les pensions vont baisser, soit pour avoir le même niveau de pension, vous allez devoir mécaniquement et de génération après génération travailler plus longtemps. J'ai regardé dans le rapport de Levoye. Qu'est-ce que vous reprochez? C'est que les choses ne soient pas dites? Alors d'abord qu'elles ne soient pas dites. Alors qu'il faut travailler plus longtemps, il ne s'en cache pas, ça Emmanuel Macron. Oui, mais si vous voulez, on biaise. On dit oui, il y a l'âge pivot de 64 ans. En réalité, j'ai regardé, c'est mécanique. C'est-à-dire que de génération en génération, cette affaire reporte de fait l'âge auquel vous pouvez partir avec une pension digne. Ma génération, par exemple, j'ai regardé par curiosité dans le rapport de Levoye, celle qui est de 1990, ça l'amènerait à travailler jusqu'autour de 66,3, 66 et 3 mois. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi travailler jusqu'après l'âge d'espérance de vie en bonne santé. La retraite, c'est un modèle de société. Ce sont des choix qui concernent ce que l'on veut pour nos vieux jours, voyez. Et Emmanuel Macron fait en fait en quelque sorte de la vie des gens et de l'âge de départ une variable d'ajustement. Alors vous dites qu'est-ce qu'il faudrait proposer? Moi je vous le dis, mon souhait serait qu'on puisse avoir le raisonnement inverse. Plutôt que de se dire comment on partage un gâteau qui sera jamais plus gros, ce que fait Emmanuel Macron, c'est quels sont nos objectifs pour les vieux jours de la population française. Et moi j'en pose deux. Le premier, ce serait de faire en sorte que lorsque vous partez en retraite, ça ne signifie pas une diminution de votre niveau de vie, c'est-à-dire un maintien du niveau de vie à la retraite. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est déjà un petit peu le cas. Non, aujourd'hui, justement, ce qui va se passer, c'est que comme vous allez devoir travailler toujours plus longtemps, vous allez aussi partir à la retraite à un âge qui, de mon point de vue, n'est pas digne. Qu'est-ce qu'un âge digne pour partir à la retraite? C'est un âge auquel vous n'êtes pas cassé par le travail et auquel vous avez une espérance de vie en bonne santé qui est encore un peu plus importante. Ben moi, je pense qu'on devrait, et on peut le faire, financer la liberté
de partir à 60 ans. La liberté, je dis bien. Et on peut le faire. Comment? Il y a des solutions à court terme de financement. Par exemple, puisque tout est lié dans l'affaire des retraites. C'est à la carte ce que vous proposez là. Pardon? C'est à la carte. Non, c'est de fixer 2 grands principes. D'abord, quand vous partez en retraite, votre niveau de vie se maintient. Premier objectif. Deuxième objectif, liberté de partir à 60 ans. Et de considérer qu'effectivement, le progrès, c'est pas de travailler toujours plus longtemps. Comment on finance? Il y a des moyens, non mais pour être complet, il y a des moyens à court terme. Par exemple, vous augmentez les salaires. Rien qu'une augmentation de 1% des salaires, ça vous fait 2,5 milliards de cotisations en plus. Vous créez de l'emploi. Parlons de planification écologique. Vous créez 100 000 emplois en France, par exemple, c'est 1,3 milliard de cotisations en plus. Et après, vous dire une chose aussi, c'est que toutes les projections montrent qu'à long terme, il n'y a pas d'antinomie, si je puis dire, entre l'augmentation des salaires et l'augmentation du taux de cotisation. Il faut aussi réhabiliter aux yeux des Français ce qu'est la cotisation. Parce qu'Emmanuel Macron, quand il vous dit « j'augmente votre salaire en baissant la cotisation », en fait, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il vous met un peu dans la poche droite ce qu'il vous a pris dans l'autre poche. Les cotisations sont une part du salaire. Moins de cotisations, c'est un petit gain sur le salaire net, mais ça veut dire potentiellement moins de retraite demain, moins de santé. Il faut réhabiliter cette idée et on peut le faire. Je crois que c'est davantage cela le progrès que le projet d'Emmanuel Macron. Adrien Quatennens, autre sujet d'actualité très chaude, le port du voile islamique, notamment pendant les sorties scolaires. Il y a un projet de loi qui doit arriver, une proposition de loi qui doit arriver devant l'Assemblée pour interdire le voile pendant les sorties scolaires. Quelle va être votre position sur ce sujet? Je mets en garde contre le débat et le climat absolument abject que nous avons depuis quelques semaines dans le pays. Vous savez, on a cette impression désagréable que tout se vaut, que tout est à mettre sur le même plan. Et depuis 3 semaines, d'un débat sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron pour mettre en scène son face-à-face avec Madame Le Pen, jusqu'au propos de M. Blanquer sur les petits garçons qui refuseraient de tenir la main des petites filles à l'école, en passant par cette humiliation absolument ignoble d'un élu d'extrême droite auprès de cette mère de famille qui accompagnait les enfants, on a un climat qui n'est plus rationnel du tout. Alors, s'agissant de la question des accompagnantes en sortie scolaire, la solution dans l'absolu, laquelle serait-elle? Ce serait que les personnes qui accompagnent soient des fonctionnaires. Parce que si ces personnes l'étaient, elles seraient soumises, comme la laïcité l'impose, à la neutralité qu'on est en droit d'attendre de nos services publics. Vous êtes sûr que c'est appliqué, ça, aujourd'hui, partout? Non, de fait, aujourd'hui, les personnes qui accompagnent en sortie scolaire ne sont pas des fonctionnaires. Et donc, quand on fait appel... Y compris dans la fonction publique. Dans la fonction publique, ça doit être appliqué. Et si ça n'est pas appliqué... Êtes-vous certain que ça l'est? Peut-être qu'il y a des endroits où ça n'est pas le cas, mais moi, ce que je vois en tout cas... Vous savez que ça existe? Oui, mais en tout cas, c'est extrêmement marginal, vous en conviendrez. Et puis, partout où ça existe, on va pouvoir faire rétablir ce que la loi a dit, c'est-à-dire la neutralité des agents qui personnifient le service et qui donc doivent se tenir à cette neutralité. Mais ça n'est pas sérieux de cibler, comme le font ceux qui vont proposer cette loi, toujours la même religion. Moi, je veux bien qu'on ait un débat sur les signes religieux. Et moi, d'ailleurs, je peux vous dire que pour la société, j'espère autre chose que l'exacerbation dans l'espace public des particularismes religieux multiples. Mais je ne suis pas d'accord. Et je refuse fermement que l'on stigmatise une religion et ses croyants, comme le font certains élus. Ça n'est pas la République, vous savez. La République, la laïcité, c'est pas ce qui segmente, c'est pas ce qui divise, c'est même tout le contraire. Et d'une certaine manière, celles et ceux qui se parent derrière la laïcité ou la République pour ne cibler qu'une religion font aussi et portent atteinte et portent un coup dur à la République. Je termine, mais la laïcité, qu'est-ce que c'est? Il faut la rappeler un peu aux Français. La laïcité, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des citoyens qui ne veulent pas être triés selon leur appartenance à telle ou telle autre communauté supposée. C'est l'affaire des croyants qui ne veulent pas que l'État se mêle de leur foi personnelle. C'est l'affaire des non-croyants qui veulent revendiquer ce droit de ne pas croire. Bref, c'est ce qui permet de faire l'unité. Et je crois que ce qui est souhaitable, et j'en termine par là, d'abord et avant tout, surtout dans la période que nous connaissons, c'est l'unité du peuple français. Et c'est une condition, y compris pour faire face à ceux qui agressent la République. Merci beaucoup. Merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fabrice Vessert-Redon. L'invité politique lundi, ce sera Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. On va tout de suite passer au Club des territoires. Public Sénat. Avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des territoires. Le Club
des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Aujourd'hui, avec notre bande de journalistes qui va nous rejoindre dans quelques instants, nous parlerons bien sûr longuement de ce congrès des départements de France qui se tient à Bourges. Nous serons d'ailleurs en direct de Bourges dans quelques instants avec François Sauvadet qui préside le département de la Côte d'Or, qui préside également le groupe de la droite et du centre à l'Assemblée des départements de France. Mais avant de parler des départements, on va parler des maires. On va retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour Jean-Philippe Vigouroux, vous êtes journaliste au Progrès. Vous êtes régulièrement avec nous dans cette émission. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler du Trophée des maires. Vous l'avez organisé hier soir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Trophée des maires, Jean-Philippe Vigouroux ? Bonjour. Effectivement, hier soir se déroulait la cérémonie de remise de ces trophées. Cela fait maintenant 13 ans que le Progrès a décidé d'organiser chaque année les Trophées des maires du Rhône. Et à cette occasion, on décerne donc 10 récompenses qui ont pour but de valoriser 10 innovations réalisées dans des communes du département. Donc la cérémonie s'est déroulée hier soir et a permis de récompenser des initiatives très variées qui sont portées dans des domaines aussi bien de l'associatif que le numérique et en passant bien sûr par l'environnement. Alors, comment sont choisis les lauréats de ce... Ah ben non, Jean-Philippe Vigouroux. Alors, il n'y a pas de relance, on va être avec l'une des gagnantes d'hier. Bonjour. Bonjour Laurence Fautra, vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes maire de Dessines-Charpieu et vous êtes venue avec votre trophée parce qu'on va le dire. Vous avez remporté hier le trophée coup de cœur du jury. Alors, votre projet, il favorise l'approvisionnement local dans la confection des repas et dans la restauration scolaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement votre projet ? Alors, nous sommes en périphérie de Lyon, donc dans la première couronne, et nous avons encore de la chance d'avoir 40% de notre territoire avec des parcelles agricoles. Elles sont en général louées à des agriculteurs qui font beaucoup de céréales, mais nous en avons détaché une, isolé une, et on l'a mis de 4000 m² et on l'a mis à disposition d'un maraîcher. Celui-ci a fait de cette parcelle une reconversion bio et dessus donc a récolté 5 tonnes de pommes de terre et 1,5 tonne de carottes à destination directement de l'approvisionnement des cantines scolaires. Voilà, donc c'est un projet vertueux, un cycle court, une qualité pour nos petits écoliers, dessinois, et on en est hyper ravis, quoi. C'est un beau projet. C'est un beau projet. C'est un beau projet. C'est un projet qui doit être gagnant-gagnant pour vous, aussi bien sur le plan écologique que sur le plan économique, du coup, j'imagine. C'est ça. C'est du win-win. Ça nous met là. Alors, je n'ai pas le montant exact de notre pomme de terre, du prix de notre patate, mais en tout cas, l'équivalent bio, c'est le même prix que du conventionnel. Donc, on arrive à avoir un produit de qualité au même prix qu'une pomme de terre traditionnelle. Voilà, et sans intermédiaire. Donc, c'est que du gagnant. Alors, on ne peut pas, on est obligé de mixer avec d'autres produits. On a 9 classes, on a 9 écoles, pardon, et on sert 1900 repas jour. On a à peu près 3500 élèves sur la commune. C'est une commune de 28 000 habitants. Donc, mais ça fait partie des petits pas qui font qu'on améliore le quotidien de nos élèves et qu'on améliore aussi la qualité. On se sert par ailleurs de pain bio, enfin, on achète bio, voilà. Sur des grosses strates de communes, c'est compliqué avec 4000 m² de pouvoir approvisionner toutes ces cantines. C'est qu'une partie. On voit votre enthousiasme, on imagine qu'il est partagé par vos administrés. Comment réagissent les parents et les enfants qui ne sont pas toujours faciles à satisfaire, Il faut aujourd'hui, cette semaine, on a une opération, c'est sur le goût. Donc justement, en introduisant des anciens légumes, en faisant des ateliers avec les écoles, ça permet, et en faisant aussi des ateliers avec les parents, ça permet justement de remettre au goût du jour tous ces légumes et leur montrer que leur saveur, et puis que ça change d'un bon Big Mac et qu'il y a des qualités justement, la qualité nutritive sont au top. C'est dès le plus jeune âge qu'on arrive à éduquer au bon geste et à la bonne consommation. Voilà. Ils sont tous contents. Je n'en connais pas qui sont venus manifester devant la mairie pour le moment. Bon, vous êtes une mère heureuse alors ce matin. Oui, bravo Laurence Fautra pour donc ce trophée coup de cœur pour votre beau projet. On le rappelle, vous êtes maire de Dessines-Charpieu. C'est une commune du Rhône. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on va commencer ce club des territoires
Bonjour messieurs de nous avoir rejoints. Après les maires, on va revenir au département. Émission spéciale ce matin consacrée à ce congrès des départements de France qui a lieu à Bourges. Il a commencé hier. Les discours de clôture sont attendus en fin de matinée. C'est un congrès des départements dans un contexte plutôt tendu, hein, Arnaud Benedetti. Oui, c'est tendu parce que le département est devenu un peu l'instance mal aimée d'une certaine façon de la carte politique et administrative. Ce qui est surprenant, c'est que le Premier ministre qui se rendra au Congrès des régions et qui se rendra au Congrès des maires ne se rendra pas au Congrès des départements. La difficulté aujourd'hui pour les départements, finalement, c'est à la fois leurs compétences et leur financement. Le problème, c'est qu'ils sont pris dans un étau entre à la fois de grandes régions et puis des communautés de communes et des communautés d'agglomération qui viennent, in fine, rendre plus difficile l'exercice de leurs compétences. Donc le département, c'est aujourd'hui un échelon qui est essentiel dans les briques, j'allais dire presque historiques de la République, mais c'est une instance qui est d'une certaine façon aujourd'hui malmenée parce que tout simplement elle a du mal à trouver sa place dans la carte administrative et politique française. Jean-Baptiste Forest, c'est plus compliqué avec les départements qu'avec d'autres échelons, qu'avec les régions, qu'avec les communes. Oui, c'est assez compliqué. L'absence d'Édouard Philippe, comme le disait Arnaud, est quand même assez symptomatique de cette relation difficile. Aujourd'hui, les départements vont perdre la taxe foncière, donc ils vont perdre le droit de lever l'impôt. C'est pas rien, parce que les départements, aujourd'hui, quand même, ont des dépenses largement contraintes, c'est-à-dire le RSA, l'APA pour les personnes âgées, la PCH pour les dépenses sociales, hein, les dépenses sociales. De solidarité. Alors, c'est-à-dire que ce sont des guichets qui ne peuvent plus aujourd'hui toucher de l'impôt. Donc, est-ce que ce sont encore des collectivités? On peut se poser la question. Il y a quelques années, un ministre avait dit qu'il fallait dévitaliser les départements. Peu à peu, on en arrive quand même un peu à cette situation-là. César, est-ce que vous êtes aussi dur que Jean-Baptiste Forest avec les départements? Ça fait 5 ans qu'on a l'impression que ce ne sont plus des collectivités. Il y a un coup, Emmanuel Valls, Premier ministre, voulait les supprimer, puis on a décidé de les maintenir, puis on a dit on va garder les départements ruraux, finalement ils les ont tous gardés. Aujourd'hui, on leur enlève prochainement 20% de leurs ressources en moyenne. Comment vont-ils faire alors qu'ils ont de plus en plus de dossiers à gérer? Il y a aussi la gestion des mineurs isolés, qui les prend à la gorge et que si le grand public en savait un peu plus, il voterait Front National. Mais c'est un échelon de proximité aujourd'hui et je pense qu'il faut le maintenir entre les communes et les régions. Allez, on va parler d'un homme qui était là hier à Bourges, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher, il est fidèle au congrès d'associations d'élus. Il s'est exprimé devant les présidents de département. C'était hier en fin de matinée. Il a appelé à l'unité des élus sur cette réforme de la décentralisation. Une décentralisation qu'il a qualifiée d'insincère. On l'écoute. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on accorde des libertés supplémentaires, mais est-ce qu'on permet vraiment de faire usage de ces libertés? Parce que c'est bien ça, le sujet financier. C'est ce que je pourrais appeler la décentralisation insincère. À quoi bon transférer des compétences nouvelles aux collectivités pour ensuite, par la voie de l'étranglement, les condamner de fait à une forme d'inaction? J'ai bien entendu vos craintes relatives à la réforme de la taxe d'habitation, au transfert du foncier bâti vers le bloc communal, à l'attribution au département d'une part de TVA. Et quand Standard & Poor's l'an dernier parle de vulnérabilité des départements, je crois qu'ils ont raison. Parce que quand on n'a plus de levier, quand on est dans certains départements plutôt urbains qui ont vu, et j'en connais un particulièrement parce que j'en suis l'élu, qui a vu la disparition de 90% de sa DGF, si vous n'aviez pas de levier fiscal pour tenter de redresser les choses, il n'y aurait plus de politique dans un département. C'est ça la vraie vie auquel nous sommes confrontés les uns et les autres. Voilà, Gérard Larcher qui était très en forme hier à Bourges. Il l'a dit lui-même, comme l'a rappelé Quentin tout à l'heure. On va parler de la décentralisation, mais d'abord cette réforme de la fiscalité locale. Est-ce que, comme le dit Gérard Larcher, finalement, cette réforme, elle va dévitaliser, elle va asphyxier les départements? Clairement. De toute façon, à partir du moment où vous retirez le foncier bâti et que vous l'accordez aux communes et que vous basez finalement la fiscalité des départements sur la TVA, vous voyez bien qu'il n'y a plus d'autonomie fiscale pour les départements. C'est bien le problème auquel ils sont
confrontés. La réalité, c'est qu'en fait, les départements ont connu leur heure de gloire juste au moment du premier acte de décentralisation de 1982, c'est-à-dire avec les fameuses lois de fer qui ont donné aux départements des compétences qui étaient des compétences élargies. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'a dit Gérard Larcher sur finalement la philosophie générale d'Emmanuel Macron en matière de relations au territoire. C'est que c'est vrai qu'on pouvait imaginer que Emmanuel Macron, par son côté libéral, par une forme, disons, d'expression girondine lors de sa campagne présidentielle, allait, disons, donner une certaine forme de liberté aux collectivités. Et on se rend compte que Macron est beaucoup plus vraisemblablement jacobin que girondin dans son approche des territoires. Donc il y a eu d'une certaine façon une forme de promesse politique qui n'a pas été tenue, en tout cas qui n'apparaît pas tenue par les élus locaux. Et on voit bien que l'une des difficultés finalement d'Emmanuel Macron dans l'exercice du pouvoir depuis 2 ans, c'est aussi sa relation aux élus locaux, sa relation aux maires, sa relation aux conseils départementaux, et que là, il y a en effet une tension qui est permanente entre les territoires et l'exécutif. César Armand, est-ce que cette réforme de la fiscalité, elle accentue la tension dont parlait à l'instant Arnaud Benedetti? La tension entre le gouvernement, et les départements. Bien sûr, parce que aujourd'hui, on prend une fiscalité, on la donne à l'autre. La taxe sur le foncier bâti pourrait revenir aux communes qui vont perdre la taxe d'habitation sur la résidence principale. Donc c'est à la fois semer la zizanie. Et alors que a raison de parler de hold-up finalement. De hold-up. Oui, en quelque sorte, puisque voilà, ça a une recentralisation économique, on leur donne de l'impôt, donc c'est une nationalisation de leur autonomie, si j'ose dire. Et donc c'est sûr que ce sera difficile pour eux dans les années à venir. Allez, on va parler de la décentralisation, puisque vous l'avez entendu, Gérard Larcher, alors lui il la qualifie d'insincère, mais on va tout de suite se rendre à Bourges, retrouver Pierre-Henri Gergonne. Bonjour Pierre-Henri. Alors Gérard Larcher parle de décentralisation insincère, mais qu'est-ce que les présidents de département que vous avez rencontrés, eh bien, ils attendent du gouvernement sur cette étape de la décentralisation? Alors vous savez, il y a eu, Oriane, cet acte 2 de la décentralisation qui clarifie les compétences entre les départements, les régions et les communes. Les départements étant désignés, ça a été dit sur votre plateau à l'instant, chef de file pour tous les aspects sociaux des politiques locales. Alors, c'est pas rien quand même, c'est près de 54% des dépenses des départements vont dans ces domaines sociaux. Et les sommes sont absolument considérables. On évoque près de 38 milliards d'euros. Alors ces 38 milliards d'euros, ils sont répartis dans différentes aides. Là encore, ça a été dit. Par exemple, le versement du RSA à ses bénéficiaires, le versement des sommes allouées aux personnes âgées via cette fameuse allocation pour les personnes âgées, ces allocations, ces sommes allouées aux populations handicapées, par exemple, et également tous ces budgets nécessaires à la bonne gestion des MNA, ces fameuses mineurs non accompagnés, dont le nombre, vous le savez, continue de grandir depuis quelques années maintenant. Alors, les départements, ils essayent de pousser le feu dans ces domaines sociaux. Par exemple, il y a des documents qui attestent, et qui issus de l'Assemblée des départements de France, qui attestent de cette volonté départementale d'aller encore plus loin sur ces terrains de la solidarité, en prônant par exemple la mise en place d'agences départementales de solidarité dont les départements auraient la responsabilité. Ça serait peut-être ça, l'une des avancées possibles de la future loi 3D, cette future loi de 3e acte de décentralisation. Alors évidemment, il va falloir financer tout ça. Et il y a un petit indice qui a été dit par Sébastien Lecornu, c'était sur votre plateau, Oriane, il y a quelques jours, où il a dit entre les lignes que la compensation de cette fameuse part de la TVA qui sera désormais allouée au département pourrait aller un peu plus loin qu'à l'euro près. Ça sera peut-être l'une des annonces de Jacqueline Gouraud tout à l'heure. On l'écoutera sur ce domaine. Il n'empêche que ce terrain de la solidarité, c'est bien le terrain qui pourrait être, j'allais dire, la planche de salut des départements pour les années à venir. Et lorsqu'on regarde les dernières statistiques qui sont tombées il y a quelques jours concernant la pauvreté et la fragilité sociale du pays, eh bien, il est clair que ce terrain de la solidarité peut être un terrain d'avenir pour les départements.
Merci beaucoup Pierre-Henri en direct de Bourges. Merci. On entendait Pierre-Henri parler de cette solidarité. C'est vraiment là que les présidents de département demandent de la décentralisation, demandent qu'on les laisse faire. Dominique Bussereau le disait hier, on ne veut pas d'une décentralisation placebo. Oui, la position de Dominique Bussereau est assez intéressante parce qu'il est quand même très très remonté contre le gouvernement, alors que pourtant sur le fond, il y a quand même une feuille de papier à cigarette entre un Dominique Bussereau et un Emmanuel Macron. Dominique Bussereau, c'est un notable centriste du Grand Ouest de la France qui approuve la réforme des retraites, qui avait approuvé la réforme de la SNCF. C'est un partenaire a priori très fiable pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'il a siégé de l'autre côté de la table, il était secrétaire d'État au transport, au budget. Donc voilà, les choses devraient bien aller. Elles ne vont pas du tout. Et l'année dernière, on se souvient qu'à la même période, il y avait eu un grand appel des élus locaux, l'appel de Marseille contre l'ultra-centralisation, appel qui était assez intéressant parce qu'il annonçait d'une certaine manière la crise des Gilets jaunes et la révolte des provinces lointaines. Et malgré le grand débat, il y a toujours de l'eau dans le gaz entre ces territoires-là et Emmanuel Macron. Sur cette question de la décentralisation, c'est François Baroin qui a alerté l'autre jour. Il a tenu une conférence de presse assez virulente et il disait, si la décentralisation ne se fait pas correctement, on aura une montée des fédéralismes. Est-ce qu'il est là le danger, Arnaud Benedetti ? C'est difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, la relation de la majorité actuelle au territoire, elle est difficile parce qu'elle s'explique tout simplement parce que, in fine, d'abord c'est un parti jeune et vraisemblablement Emmanuel Macron, lui, n'est pas un élu local. Il n'a jamais été élu local. Il n'a pas cette expérience-là, c'est-à-dire cette expérience du terrain que un président de conseil départemental ou un maire peut avoir. Donc ça change considérablement l'approche que peut avoir le président de la République sur cette question. Ce qui est quand même, en effet, plutôt aujourd'hui inquiétant, c'est qu'on voit bien que c'est la question de la proximité qui se pose aussi avec les départements. C'est-à-dire que vous avez des grandes régions qui ont été constituées sous François Hollande et qui ne répondent pas à cet objectif de proximité. Le département, lui, il a cet avantage-là, d'être un échelon de proximité. Sauf que pour qu'il soit un échelon de proximité, il faut qu'il ait les moyens de sa politique. Il n'a pas les moyens de sa politique et en plus, il a des compétences qui ont été réduites. Il n'y a plus de compétences d'aménagement de territoire. Il n'y a plus de compétences économiques pour les départements. Toutes compétences qui avaient été mises en œuvre lors de la loi Defferre en 1982 qui ont disparu. Donc, encore une fois, on ne voit pas véritablement, si vous voulez, quelle est la lisibilité, et je pense que c'est ça le principal problème, quelle est la lisibilité de la politique d'Emmanuel Macron en matière de décentralisation et, j'allais dire, de dévolution de compétences au territoire. César Armand, c'est sur cette question de la solidarité. Quand Gérard Larcher parlait de décentralisation à Saint-Cerf, il disait on leur donne des compétences finalement, mais on ne donne pas les moyens d'exercer ces compétences. Est-ce que c'est ça? Ils n'ont pas les moyens d'exercer leurs compétences, les départements? Oui, c'est l'éternel problème. Mais à côté de ça, les départements, ils possèdent encore des compétences en matière de développement économique, alors qu'ils n'ont plus la main sur le sujet. Et c'est très paradoxal. Après, oui, plus généralement, c'est toujours une adéquation. On leur transfère plus de compétences et il n'y a pas les moyens qui suivent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut peut-être créer aussi des nouveaux formats de fonds de solidarité interdépartementale, comme ont fait les départements de la région Île-de-France, pour monter des projets ensemble et financer? Peut-être que c'est une solution. On va reprendre la direction de Bourges, retrouver en direct François Sauvadet. Bonjour François Sauvadet, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du département de la Côte d'Or et vous présidez également le groupe de la droite, du centre et des indépendants à l'Assemblée des départements de France. François Sauvadet, ce matin, vous allez présenter une motion, comme à chaque fin de congrès. Que va contenir cette motion? Quel est le message que vous voulez faire passer au gouvernement? D'abord, c'est un message d'incompréhension. Vous vous souvenez, l'an dernier, le gouvernement avait voulu plafonner nos dépenses, alors que chacun sait que les dépenses liées aux solidarités augmentent et augmenteront. Donc le plafonnement du budget, c'est un empêchement à agir, tout simplement, quel que soit le niveau des recettes. Et puis voilà qu'aujourd'hui, on nous annonce un nouveau coup qui suscite de l'incompréhension. Et je dois dire, pour certains d'entre nous, la colère, c'est d'apprendre qu'on va remplacer le foncier bâti, qui avait une possibilité de taux en cas de problématique de ressources. Donc on pouvait faire bouger le taux, de le remplacer par de la TVA. Évidemment, sur la TVA, vous ne pouvez pas jouer sur le taux. Donc on est en train de nous plafonner, si je puis dire, nos dépenses, avec aucune certitude
On nous a plafonnés, puis maintenant on nous plafonne nos recettes. Alors évidemment, ça va être une incapacité à agir sur des domaines qui sont non seulement ceux de la solidarité, mais aussi qui sont des domaines sur lesquels nous intervenons au quotidien, en proximité avec nos compatriotes. Par exemple, je pense au déploiement du très haut débit. C'est nous qui avons pris le manche dans beaucoup de départements. Je pense à la lutte contre l'électronisme. Je pense à tous les enjeux périphériques de l'éducation pour les collèges. Tout ce que nous conduisons au quotidien, il faut qu'on puisse continuer à le faire. Donc tout ce qu'on a appelé le gouvernement, c'est un vrai dialogue. Mais ce dialogue, finalement, il se traduit in fine par des décisions qu'il prend seul et qu'il impose au département. La vraie question qui est posée, c'est quelle France on veut? Est-ce qu'on imagine un jour une France sans département? Est-ce qu'on imagine que les grandes régions, où on a le sentiment parfois que les décisions se sont éloignées, ou des intercommunalités vont être en capacité d'assurer les solidarités au quotidien, solidarité territoriale et humaine et solidarité sociale? Donc il y a un vrai sentiment d'incompréhension. On ne peut pas gagner la bataille de l'avenir quand on muselle ou quand on ficelle les collectivités locales, dont les départements. Nous sommes attendus par nos compatriotes. Souvent, on est le dernier rempart. Voilà, la question, elle est là. Aujourd'hui, c'est ça, François, c'est-à-dire l'exécutif vous muselle? Bien sûr. Exactement, l'exécutif est en train de nous empêcher d'agir. Tout simplement, il nous asphyxie financièrement. Comment voulez-vous faire? Alors chaque fois, il nous dit qu'il faut faire plus. Quand le gouvernement nous a proposé le plan pauvreté, eh bien, on s'est tous engagés dans ce plan pauvreté. Mais simplement, même les moyens que nous y consacrons, ils sont plafonnés. Ils sont dans le plafond, il y a 1,2% d'augmentation par an. Et quand on dépasse ce plafond, vous le savez, c'est l'État qui reprend les sommes qu'il a versées. Bon, on est dans un monde qui marche sur la tête. Je le redis, est-ce qu'on imagine un instant qu'alors que nous sommes devenus le dernier rempart et le premier interlocuteur des territoires, est-ce qu'on imagine un instant qu'on va vivre sans département? Mais on est fou. Donc je dis au gouvernement, et c'est le message qu'on a adressé, il faut reprendre le chemin du dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui le département est encore en danger, François Sauvadet? Je le crois. Je le crois. Mais c'est pas le département qui est en danger. C'est la réponse qui a été exprimée dans la rue par les Gilets jaunes, qui étaient aux premières lignes. Qui étaient en première ligne pour pacifier les situations, c'était les maires et c'était les conseillers départementaux, les élus territoriaux qui étaient aux premières lignes. Donc c'est incompréhensible. Moi je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une grave crise qui est dans le pays, une crise de confiance. Donc il faut vraiment que l'État et les collectivités travaillent ensemble. Ce que je vous dis, c'est incompréhensible. Alors je pense qu'il y a une technostructure, en effet, dans le pays. J'étais ministre de la fonction publique, qui pensent qu'on pourrait se passer des départements. Mais c'est déconnecté complètement des réalités. Donc moi je lance un double appel. D'abord un appel à un vrai dialogue, et puis un retour à la confiance. Pas pour nous, on n'est pas dans des intérêts catégoriels ou des défenses de boutiquiers. On est en train de parler de l'avenir de la France et comment territorialement on va répondre au sentiment d'abandon qui est ressenti par beaucoup de nos compatriotes. C'est ça la question de fond. Donc on n'est pas, comme le dit parfois le chef de l'État au gouvernement, dans des postures politiciennes ou dans des défenses, je le répète, de boutique. On parle de la France, de son avenir. Et les Gilets jaunes, ils sont peut-être rentrés provisoirement chez eux, mais les Gilets jaunes, ils sont dans la tête des gens. Et moi je le dis, c'est dans le fossé de ces incompréhensions que se creuse le lit des extrémismes et des insatisfactions. Donc mais voilà, vous dites je lance un appel, je l'ai lancé hier au Macron président de la République, je le lance aujourd'hui au Premier ministre. Il faut impérativement qu'on rétablisse des liens de confiance et qu'on ait les moyens des ambitions affichées de répondre au quotidien aux préoccupations des gens. Vous parlez des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron ne l'a pas entendu, lui, ce message des Gilets jaunes, ou ne l'a pas compris? Si, je pense que le président de la République a bien compris le message. Simplement, c'est la méthode qu'il faut revoir. C'est l'ambition commune qu'il faut afficher. On n'est pas les ennemis de la République. Moi, je ne suis pas contre le gouvernement ni contre le président, tout en étant de droite centre indépendant. Au contraire, je veux la réussite de la France. Tout le monde veut la réussite de la France. Et on ne va pas réussir les uns contre les autres en essayant de museler ou d'asphyxier ou en considérant que l'État pourrait seul faire ce que font aujourd'hui les collectivités locales. On a besoin d'un État fort, on a besoin d'un État présent, on a besoin d'un État qui guide et qui donne la direction. Et moi, je respecte le chef de l'État, je respecte le chef de gouvernement. Mais dans le même temps, on a besoin de dialogue, de proximité. Qu'est-ce que vous voulez? On nous annonce aujourd'hui un nouveau plan pour la protection de l'enfance. On dépense plusieurs milliards, 8 milliards ou quelque chose comme ça. Et le gouvernement met 80 millions sur la table. Enfin, c'est pas sérieux. Nous sommes des élus responsables. Donc voilà ce que je dis. François Sauvadet, on parlait beaucoup des allocations individuelles de solidarité dans vos précédents congrès. On en parle un peu moins. Est-ce que sur ce sujet, notamment du RSA, vous vous êtes résigné à faire sans l'État finalement?
Mais non, si vous voulez, c'est pas ça le sujet. Actuellement, sur les dépenses d'allocation individuelle de solidarité, c'est-à-dire le RSA, le vieillissement de la population, la protection de la jeunesse, aujourd'hui, c'est vrai que l'essentiel de la dépense est supporté par les départements, c'est-à-dire par le financement local. C'est pas juste, mais c'est un sujet qui est récurrent, ça date depuis des années, c'est pas le gouvernement d'aujourd'hui qui en est responsable. Donc là, il faudra bien qu'on règle cette question, parce que le vieillissement de la population, avec le plafonnement de nos dépenses et les réponses qu'il faudra apporter à la fracture sociale, comment on va faire? Qui va payer? Donc là aussi, plutôt que d'afficher des objectifs ambitieux, disons clairement ce que nous allons faire et quels moyens nous allons consacrer. Parce que demain matin, je vous le dis, s'il y a un retournement de conjoncture, et c'est pas impossible, on a connu ça en 2009, tous les départements seront dans le rouge. Vous m'entendez bien, tous? Parce que non seulement on n'aura plus de liberté de taux, avec le foncier bâti, mais en plus les droits de mutation sont d'une extraordinaire fragilité. Et d'une année sur l'autre, un retournement de situation, et vous pouvez vous retrouver avec la moitié moins de droits de mutation. Alors évidemment, c'est extrêmement dangereux, je le dis, même pour la poursuite de nos politiques au quotidien. C'est la raison pour laquelle il faut remettre tout ça à plat. On ne demande pas au gouvernement de sortir une baguette magique, mais on lui demande de travailler avec nous, c'est simple, et de réinstaurer un nouveau chapitre qui s'appelle le chapitre confiance. Voilà, donc c'est un appel qu'on lance, en même temps qu'un cri d'incompréhension. On a bien compris votre message. Merci beaucoup François Sauvadet. On suivra d'ailleurs votre discours tout à l'heure en direct sur notre antenne. Merci d'avoir été avec nous en direct de Bourges. On a entendu ce cri de François Sauvadet, Arnaud Benedetti. Bon, le mot qu'il a répété plusieurs fois, c'est l'incompréhension. Oui, c'est l'incompréhension. Et il a rappelé finalement que l'une des expressions aussi de la crise des Gilets jaunes, elle venait des départements. Il faut ne jamais l'oublier. Rappelez-vous que quand même la baisse de la limitation de vitesse de 90 à 80 km est un des facteurs aussi qui a participé à cette crise, malgré les alertes que les élus départementaux justement avaient effectuées en direction du gouvernement. Ils n'ont pas été entendus et il a fallu en effet que la crise des Gilets jaunes apparaisse pour qu'il y ait un début de dialogue qui commence à s'amorcer entre l'exécutif et les corps intermédiaires que sont les maires et les présidents de conseils départementaux. César Armand, pour finir là-dessus. Oui, les 80 km/h sont symptomatiques de ce qui se passe. Plutôt que de prendre des décisions à l'échelle des préfectures, ça s'est fait à Matignon depuis Paris, alors que les routes ne sont pas les mêmes d'un département à l'autre. Très court, allez-y Jean-Baptiste Forêt. Oui, il y a quand même, on voit une sorte de choc des civilisations entre le gouvernement et les départements qui sont les institutions de la France rurale. Et puis les départements, ce sont aussi les bureaux d'aide sociale. C'est-à-dire c'est les fins de mois difficiles, c'est le RSA. Et il y a une incompréhension majeure entre ces deux mondes. Eh bien, on va maintenant passer à la revue de la presse quotidienne régionale cette fois-ci avec vous, Quentin. Et Quentin, on va commencer par le courrier Picard, vers la sortie point d'interrogation. Point d'interrogation, car il y a beaucoup de prudence dans les réactions et dans les rédactions, puisque on le voit, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont trouvé un accord hier. Et dans le chapeau, on peut lire sur les modalités de leur séparation, mais le texte doit être présenté aux députés britanniques ce samedi. Sauf que Boris Johnson, il ne dispose pas de la majorité à Westminster. Vous pouvez le lire dans le courrier Picard. Il rappelle que le Premier ministre n'a que 288 élus, là où il aura besoin de 320 voix. Et le Brexit, c'est aussi à la une de Ouest France. Tout à fait. Sitôt conclu, l'accord fragilisé, écrit en une Ouest France. À lire, moi je pense que vraiment, si vous avez Ouest France, vous devriez lire cet édito, celui de Laurent Marchand, juste ici, où il résume toutes les incertitudes, toutes les inconnues de l'équation Brexit, que ce soit sur la question cruciale de la frontière, celle des droits de douane ou encore de possibles élections anticipées pour Johnson. Il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent encore. Et à la une de Paris-Normandie, le Sénat veut la vérité. Exactement, on parle de Lubrizol, forcément en une de Paris-Normandie. Vous le voyez, la commission d'enquête au travail, écrit Paris-Normandie, le Sénat veut la vérité. Hier, la commission d'enquête a été installée, 21 sénateurs vont pouvoir auditionner sous serment
les protagonistes de l'affaire Lubrizol, mais plus largement s'interroger sur la question des sites Seveso. Premier moment fort déjà attendu pour mardi avec l'audition du patron américain de l'usine ainsi qu'un déplacement à Rouen dès jeudi. Et on suivra bien sûr tout ça dans cette émission. Merci beaucoup Quentin. Un mot peut-être sur le Brexit, c'est l'autre actualité de ces dernières heures, Arnaud Benedetti. Johnson va peut-être y arriver. Le problème, ça va dépendre du vote de la Chambre. Il a aujourd'hui en fait 3 paramètres. Il a un groupe unioniste nord-irlandais qui manifestement rechigne à voter l'accord. Il y avait une vingtaine, souvenez-vous, une trentaine de parlementaires conservateurs qui sont sortis du groupe. Et puis il y a la vingtaine de parlementaires travaillistes qui sont pro-Brexit et qu'il faut qu'il ramène à lui. Donc l'équation se jouera dans les 24 heures qui viennent au Parlement. Et on en reparlera, puisque vous l'avez vu, c'est à la une de beaucoup de journaux de la presse quotidienne régionale, bien sûr, ce Brexit qui inquiète notamment dans les régions du Nord. On va parler maintenant de nos partenaires des télés locales. Vous le savez, tous les jours, on va au plus près de vous grâce à eux et on va aller dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on va revenir sur la visite de la secrétaire d'État Marlène Schiappa. C'était à Berck. C'était la semaine dernière, déplacement sur le thème des violences faites aux femmes. Elle y a lancé un nouveau dispositif contre les violences conjugales. On regarde ce reportage de Caroline Fichten pour nos partenaires de WEO. C'est à bord d'un camping-car qu'a démarré la journée pluvieuse de Marlène Schiappa à Berck. Depuis 2 ans, ce véhicule sillonne les routes de campagne du Montreuilois pour aller à la rencontre des personnes éloignées des services d'insertion sociale. Les professionnels y accueillent également sur rendez-vous des femmes victimes de violences. Ça fonctionne, on a de plus en plus de liens aussi avec les mairies qui facilitent l'organisation des permanences et qui communiquent autour du dispositif. Mais c'est pas suffisant. C'est sûr que là, on souhaite développer encore davantage parce que le territoire est tellement vaste que même si le camping-car il sillonne énormément, il y a encore des communes sur lesquelles on ne va pas. Mais le besoin, en tout cas, il émerge et il est bien repéré. À Berck, la secrétaire d'État a également visité le dispositif d'accueil anonyme où elle a pu échanger avec une femme victime de violences qui y a été prise en charge. Et c'est vrai, au début où je suis arrivée, je supportais pas une porte qui claque. Bien sûr. Quelqu'un qui hausse le ton, un bruit qui fait sauter. Oui. Même un bruit la nuit, je me réveillais en panique, j'étais mal. Ouais. Et là, vous êtes plus sereine. Oui, quand même. Oui. Aujourd'hui, cette personne va mieux grâce au travail d'associatifs, de professionnels et d'accompagnants sociaux, parfois pas assez connus, pour aider les victimes. On voit qu'on a énormément de femmes qui ne connaissent pas les associations, qui ne connaissent pas leurs droits, qui n'arrivent pas à avoir de bons interlocuteurs parce qu'elles ne les trouvent pas. Et donc tout ce qui permet d'amener le droit, d'amener les dispositifs d'accompagnement, d'amener tout ce qui existe vers les personnes elles-mêmes est extrêmement fondamental. Et justement, une plateforme numérique droit direct a été lancée ce mercredi. Son objectif, faciliter l'accès au droit et à la justice. Voilà pour ce reportage de nos partenaires de WEO. On va terminer avec vous, Quentin. Vous allez nous faire la revue de l'actualité de la semaine via Twitter. Voilà, on va pouvoir repartir sur quelques sujets qu'on a vus, mais donc grâce aux tweets des observateurs, notamment sur Twitter, on a pu relever des informations des à côté, comme par exemple sur cette assemblée des départements de France dont on a beaucoup parlé dans cette émission, mais on a vu d'autres informations, par exemple le tweet de notre journaliste Fabien Ecker. Il a relevé cette phrase de Gérard Larcher qui a vu s'affronter des pompiers et des policiers, et ça lui est insupportable, a dit à la tribune Gérard Larcher. Il a même dit c'est un bout de la République qui se détériore. Autre information qui a été comme cela scrutée par un journaliste sur place, c'est ce moment où Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, a évoqué le fait que ce sera Renaud Muselier qui sera maintenant le président de l'Association des régions de France, car Hervé Morin vient de présenter sa démission, a pu dire Dominique Bussereau, sauf que ça, c'était pas du tout officiel encore. C'est pas encore fait. On va parler de Lubrizol. Oui, on a parlé de cette commission d'enquête qui s'installe. On a vu aussi des tweets sur ce sujet cette semaine. Ça vise à faire la lumière sur la catastrophe industrielle, a écrit Catherine Morin-Desailly, de Lubrizol et ses conséquences. Et donc, cette commission d'enquête, elle a commencé ses travaux hier.
présidée par Hervé Maurey, vous voyez sur ces photos. Et donc elle se rendra jeudi à Rouen. Second tweet, celui de la sénatrice de Charente, Bonnefoy, qui, elle, dit qu'elle sera rapporteure pour cette commission d'enquête, avec d'ailleurs Christine Bonfanti-Dossat. Et enfin, on a vu ce tweet d'une sénatrice communiste, qui est donc désignée membre de la commission d'enquête créée par le Sénat, c'est Céline Brulin. Elle dit « La commission devra faire toute la lumière sur cette catastrophe, alors qu'on apprend notamment que certaines analyses médicales sur les sapeurs-pompiers intervenus seraient anormales. » Et puis rapidement, Quentin, le voile, ça a fait débat au Parlement, ça a fait débat sur Twitter. Tout à fait, le voile, eh bien, les sénateurs de gauche ont, pour une fois, applaudi le Premier ministre de droite. Regardez ce tweet de Victorin Lurel, qui a dit que la réponse d'Édouard Philippe, elle a le bénéfice de la clarté. À droite, on a dénoncé le tango argentin de ce gouvernement qui donne le tournis, a pu écrire Sylvie Gouache-Avant. Allez, très vite, parce que c'est le week-end, on va finir sur une note un peu plus légère. Une visite, c'était original hier, de Madame France. Alors, c'est pas Miss France, c'est une autre catégorie de Miss. Elle s'appelle Abigail Lopez-Cruz. Les sénateurs ont pu tweeter sa présence hier en salle des conférences. Elle est venue parler de sujets sérieux, en vrai, elle est venue parler d'écologie. Mais donc, on a vu aussi la sénatrice Annick Billon, présidente de la délégation droits des femmes, accueillir cette charmante et sympathique Miss. Voilà, il y a du beau monde en salle des conférences. Allez, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. On va voir vos unes. Arnaud Benedetti, la une de la revue politique et parlementaire. On va la voir dans quelques instants. Jean-Baptiste Forêt, vous la une, la Gazette des communes, c'est sur les contractuels cette semaine. Et puis la une de la Tribune, César Armand, c'est Christine Lagarde. Machiste, la finance. C'est la question à la une de votre journal. Et oui, les femmes sont encore représentées au poste de direction dans la finance. Eh bien, tout ça, c'est à lire dans vos journaux. Merci, messieurs. À lundi, Arnaud Benedetti. Bientôt, César et Jean-Baptiste Forêt. Merci, bon week-end. N'oubliez pas, à 11h, vous suivez en direct de Bourges la clôture du congrès de l'Assemblée des départements de France. Discours notamment de Jacqueline Gouraud et de Jean-Michel Blanquer. C'est à suivre en direct sur notre antenne. Lundi, l'invité politique Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. On vous attend lundi. On vous souhaite un très bon week-end. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté